Qu'est-ce qui peut ruiner un empire plus rapidement que les barbares, la famine ou les révoltes? L'historien antique Polybe écrivait que la mer était l'ennemi que Rome n'avait pas pu saisir entièrement. Et un jour, elle s'est avancée vers les Romains non pas comme une voie vers la gloire, mais comme une gueule prête à engloutir des centaines de milliers de vies. Mais comment une seule erreur a-t-elle pu suffire à une puissance ayant conquis la moitié du monde pour la placer au bord de l'anéantissement? Et quelle réponse se cache dans le dénouement de cette histoire? Une réponse qui pourrait vous amener à considérer différemment votre propre résilience face au chaos. Quand les navires grincent, tels des os sous la pression, et que l'air est chargé d'odeurs de poids, de chaleur et de peur, il est trop facile d'oublier qu'un calcul précis se cache derrière tout cela. Le légat, cet officier romain qui commandait de grandes unités et veillait à la discipline, était durant ces années l'homme sur les épaules duquel reposait bien plus que le bronze et l'acier. C'est précisément à travers de tels commandants que l'on peut sentir le véritable pouls de Rome avant la bataille du Cap Ecnum. Décisions de terrain, intrigues politiques, pression incessante du Sénat. Polybe notait que Rome, en s'engageant dans la première guerre punique, ne maîtrisait pas encore le combat naval. C'était un nouveau théâtre où chaque mouvement coûtait excessivement cher. L'infanterie lourde, les manipules, comme les appelaient les Romains, formaient des rectangles compacts d'hommes et de boucliers. Ils ressemblaient à des fragments de murailles mouvants, capables d'écraser toute unité leur barrant le passage. En campagne, ces unités semblaient être des blocs de pierre roulant sur les collines de Sicile. Mais sur un navire, même les soldats les plus endurants se transformaient en une cargaison passive, dépendante des vagues, du vent et de l'aléa. Là, leurs forces se désagrégeaient, et la puissance maritime ôtait aux Romains le soutien habituel qu'ils avaient sous leurs pieds. Les recherches archéologiques menées sur la côte sicilienne, soulignées par les historiens contemporains, révèlent des traces d'anciens camps militaires et des vestiges carbonisés de bois de navires. Ces témoignages muets amplifient l'ampleur de la confrontation. Rome et Carthage se battaient non pas simplement pour une île, mais pour le contrôle de la mer, qui décidait du destin de toute la zone méditerranéenne occidentale. Ce qui avait commencé comme une lutte d'influence se transformait en une bataille pour l'avenir même de la puissance. Alors que la tension entre les deux civilisations augmentait, Rome prenait progressivement conscience que ses méthodes de guerre habituelles ne fonctionnaient plus. Le pouvoir se déplaçait là où les vagues battent les flancs des navires et où chaque erreur se transforme en tourbillon. C'est précisément dans ce sentiment de précarité que naît la prochaine étape de l'histoire, lorsque Rome franchit un pas qui changera à jamais l'apparence de son armée et le destin de la Méditerranée. Polybe écrivait que la décision de Rome de construire une flotte tenait presque de la folie. Un État dont la force reposait sur son armée de terre décidait soudain de défier Carthage sur son propre élément. Mais pourquoi le Sénat a-t-il pris un risque qui aurait pu se transformer en catastrophe? Les auteurs antiques cherchaient déjà la réponse. Sans le contrôle de la mer, Rome se serait asphyxiée, privée d'approvisionnement en grains, en métal et d'alliés. Et pourtant, personne n'aurait pu anticiper que le prix de cette décision deviendrait le plus monstrueux de l'histoire de la flotte républicaine. C'est précisément ce moment de l'histoire qui cache la clé qui vous reviendra en conclusion sous la forme d'une question inattendue et peut-être personnelle. Lorsque les guerriers montaient pour la première fois sur les ponts des nouveaux navires, ils sentaient sous eux non pas la terre, mais une surface tremblante et grosse de danger. Les vagues frappaient les flancs, comme pour éprouver leur solidité. Dans de tels moments, l'homme comprenait qu'il était devenu partie intégrante d'une machine, tragiquement belle et absolument impitoyable. Et au sein de cette machine, un homme jouait un rôle clé, dont la fonction à Rome correspondait à celle du dirigeant moderne d'une immense société d'ingénierie. Le questeur. Le questeur était responsable de l'approvisionnement, du paiement
et de la distribution des ressources. Sans lui, les navires seraient restés de simples carcasses de bois vides. Les archéologues ont retrouvé sur les sites des camps romains des marques de bronze sur les vestiges de pièces de navires. Elles confirment que chaque planche, chaque clou, faisait l'objet d'un strict suivi financier. Les Romains créèrent de lourds navires de guerre, les quinquérèmes, c'est-à-dire d'énormes vaisseaux dotés de 5 rangs de rames. Mais dans l'esprit des soldats, ce n'étaient pas des navires, mais des forteresses flottantes, aussi massives que des tours de siège. Polybe lui-même comparait leurs mouvements au bruit de lourdes portes, et Louis percevait cela comme un rugissement discret mais continu de centaines de corps au rythme du tambour de pont. Sur chacun de ces navires se trouvaient environ 300 rameurs et des dizaines de soldats. Le poids de l'armement, jusqu'à 25 kg par légionnaire, transformait la charge du navire en un véritable cauchemar pour les pilotes qui manœuvraient le gouvernail de poupe. Mais l'innovation principale des Romains était bien plus importante que de simples chiffres. Le guerrier, agrippé à une traverse de bois et entendant le sifflement du navire ennemi qui approchait, voyait devant lui un énorme bec pointu capable de percer la coque instantanément. À cet instant, le destin de la flotte était décidé par un dispositif d'ingénierie miraculeux, que l'homme moderne comparerait à un pont d'assaut portable. Ce mécanisme s'appelait le corbeau, le corvus. Ce n'est qu'après que les guerriers eurent vu l'infanterie romaine se jeter sur le pont ennemi par ce pont étroit, tel le croc d'un géant, que ce terme prit tout son sens. Le corvus permettait aux Romains de transformer chaque abordage en une bataille terrestre, où les légionnaires se sentaient à l'aise. Et pourtant, même de telles innovations ne pouvaient masquer le fait que Polybe et Dion Cassius mentionnaient « Rome créait sa flotte dans la précipitation », copiant littéralement un navire carthaginois capturé. Les procédures internes, la vérification des effectifs, l'entraînement des équipes de rameurs, tout cela était assemblé à la volée. Il existe des témoignages d'entraînement sur terre, où les Romains installaient des rangées de bancs et forçaient les guerriers à manier de longues perches, simulant l'action de ramer. C'était une piètre imitation d'une véritable campagne maritime, mais il n'y avait pas d'autre solution. Les légionnaires mangeaient des rations de pain, de fromage et d'huile d'olive. Les réserves pour les longues traversées étaient calculées avec précision. Une ration quotidienne, environ 1 kg de provisions par personne. Mais en mer, même ces calculs pouvaient être mis en échec par les tempêtes et les escales forcées. Les préfets de la flotte, responsables de la partie technique et de l'organisation des navires, vérifiaient heure par heure l'état des gréements et des cordages. La moindre fissure dans un mât pouvait coûter des centaines de vies. Jour après jour, la préparation de la flotte ressemblait de plus en plus à un immense corps vivant. Des milliers d'hommes, le bruit des marteaux, la tension dans l'air, l'odeur de poix bouillante et les cris des commandants s'entremêlaient dans un seul rythme. Tandis que tout cela prenait des proportions que l'homme moderne pourrait comparer à la préparation d'un stade olympique, Carthage observait attentivement. Leur tradition maritime, comme l'écrivaient les auteurs antiques, était plus ancienne, plus expérimentée et bien plus froide dans ses conclusions. Et lorsque les Romains apprirent enfin la mer, leur progression ne fut pas une marche triomphale. C'était un pas dans un élément qu'ils connaissaient trop peu. Mais c'est précisément ce pas qui les mena là où une seule erreur pouvait entraîner la perte de toute la flotte, et une seule passerelle d'abordage changer le destin du monde méditerranéen. Les chroniques antiques de Polybe révèlent le lieu et le moment exact où la flotte romaine fit mouvement vers la Sicile. Tôt le matin, lorsque le soleil commençait tout juste à se lever au-dessus de l'horizon, et que la mer conservait encore le froid silence de la nuit. Plus de 300 navires s'étendaient sur l'eau, telle une gigantesque muraille mouvante. Et pourtant, malgré cette vue majestueuse, chaque officier comprenait que la colonne, assemblée à la hâte,
pouvait se désintégrer à tout moment. C'est ici, loin de la terre ferme, que Rome ressentit pour la première fois l'ampleur du problème dont les historiens avaient averti rétrospectivement. L'absence de culture maritime, l'habitude de penser en termes de vagues, de courants et de changements de vent. Lorsque des navires avançaient les uns après les autres, les soldats n'entendaient que le rythme monotone des tambours de pont. Le son ressemblait au bourdonnement de lointaines forges, où des milliers de marteaux frappaient le fer. À cet instant, le soldat se sentait partie d'une machine immense. Mais en même temps, chacun savait qu'un seul navire dévie de sa trajectoire et toute la colonne se transformerait en une masse chaotique. On pouvait être le légionnaire le plus endurant, mais en mer, on n'était qu'une figure déstabilisée, que les éléments pouvaient balayer sans prévenir. Durant cette période, un homme jouait un rôle clé, que l'on pourrait comparer à un officier de navigation moderne, le pilote. Dans les chroniques antiques, on l'appelait le goubernator. C'était lui qui déterminait le cap, surveillait le rythme des rameurs, lisait le mouvement du vent sur les mâts. Les découvertes archéologiques, sous forme de poignées de gouvernail en bronze et de fragments de barres, permettent d'imaginer les contraintes auxquelles ils étaient soumis. Mais le pilote n'était pas un héros aux yeux des soldats. Son travail n'était remarqué que lorsque tout tournait mal soudainement. Les manipules qui se trouvaient à bord ne semblaient plus être une structure militaire, mais une lourde cargaison qui compliquait la manœuvre. Les soldats, habitués à la marche sur terre, souffraient du mal de mer, et les écrits de certains historiens ultérieurs notent que pendant les premiers jours de la campagne, des dizaines de guerriers perdaient leur force, devenant pratiquement inutiles. Le soleil devenait de plus en plus chaud. Les ponts chauffaient, au point que les semelles de cuir des sandales se ramollissaient. Les soldats parvenaient à peine à garder l'équilibre sur les planches qui tanguaient. Les navires progressaient en 3 lignes principales. C'est ce que confirment les descriptions de Polybe. Les Romains tentaient de maintenir une formation nette, rappelant une lance gigantesque pointée vers le rivage ennemi. Mais en mer, cette formation vivait sa propre vie. Le vent se renforçait, et les ordres des tribuns se noyaient dans le mugissement des vagues. Les collisions entre navires étaient monnaie courante. Un léger choc latéral pouvait briser une rame, et une rame brisée entraînait un déséquilibre. Un navire virait, un second le percutait. La chaîne d'erreurs s'allongeait, transformant la colonne en un labyrinthe mouvant. Et pourtant, ce sont précisément ces difficultés qui montrèrent pour la première fois aux Romains l'importance d'une nouvelle tactique. Au moment où les navires ennemis de Carthage commençaient à apparaître à l'horizon, les légionnaires se préparaient à l'abordage, qu'ils considéraient comme le moment décisif du combat naval. Les spectateurs modernes pourraient comparer cela à l'instant où, dans un match de boxe, un seul coup précis détermine l'issue de la rencontre. Et bien que l'ennemi fût plus expérimenté, la discipline des Romains leur donnait une chance. Un terme important de l'époque était celui des fanions de signalisation, que les sources antiques décrivent comme les signa. Mais le guerrier ne voyait pas d'abord le terme. Il voyait des morceaux de tissu aux couleurs vives, clignotant au-dessus des ponts, semblables à des reflets de feu colorés. Ce n'est qu'après qu'il apprenait que ces étoffes constituaient un système de transmission des ordres. Elles déterminaient la vitesse de la colonne, la direction du virage, et même l'ordre des manœuvres. Dans le vacarme des vagues, ce sont les signa qui donnaient à la flotte une chance de ne pas se désintégrer. Tandis que les Romains progressaient, la tension montait. Devant eux s'étendaient des dizaines de kilomètres de pleine mer, que Polybe décrivait comme une route remplie non pas d'ennemis, mais de dangers. Le jour, les commandants luttaient contre le vent, la nuit, contre l'obscurité, quand ni l'horizon ni les navires ennemis n'étaient visibles. C'était une marche où chaque minute devenait un défi à leur détermination.
Lorsque la flotte s'approcha du point où deux mondes allaient bientôt s'affronter, les Romains ne savaient pas encore que le destin leur réservait un moment clé, l'instant où la mer déciderait de tester la solidité de leur volonté. C'est là qu'ils verraient l'ennemi de si près pour la première fois, que l'odeur de poids, de sueur et de peur se mêlerait au rugissement des coqs qui s'entrechoquaient, et que chaque erreur deviendrait fatale. Polybe écrivait que c'est au cap Ecnum que les deux mondes se heurtèrent avec une fureur que la Méditerranée avait rarement connue. La flotte carthaginoise n'apparut pas soudainement. Les Romains l'avaient repérée à l'avance. Mais un véritable frisson ne parcourut les ponts que lorsque la distance entre les lignes commença à se réduire à une vitesse menaçante. Plus de 300 navires carthaginois s'avançaient à leur rencontre, formant un large arc, telle la gueule d'un prédateur qui s'apprêtait à refermer ses mâchoires sur la colonne romaine. Et à cet instant, chaque soldat comprenait. Il se tenait maintenant au bord de la bataille que les auteurs antiques allaient nommer l'une des plus grandes confrontations navales du monde antique. Le premier impact ne fut pas visible, il fut audible. Le bruit sourd des vagues, le rugissement des commandants, le tambourinage, puis le sifflement prolongé lorsque les éperons de bronze des Carthaginois fendirent l'eau. Ce son rappelait le grincement d'énormes couteaux sur une dalle de pierre. Les guerriers sur les ponts s'immobilisaient une fraction de seconde. Ils savaient que c'est maintenant que commenceraient les chocs qui briseraient les navires et les hommes. Dans de tels moments, la fonction de centurion devenait particulièrement cruciale. L'homme qui, dans la Légion, était ce que serait aujourd'hui l'officier de combat supérieur sur un navire moderne. Il maintenait les soldats en ligne, surveillait la formation et décidait qui se jetterait le premier au combat. Au début, les soldats ne voyaient que des silhouettes. Puis, lorsque les navires se rapprochèrent, ils sentirent l'odeur âcre de la poix chaude répandue sur les ponts, et celle de la sueur des ennemis que le vent apportait du côté opposé. Et c'est alors que l'innovation romaine, qui changea le cours de la bataille, entra en jeu. Les lourdes passerelles de bois, munies d'un croc de fer à leur extrémité. Les soldats voyaient d'abord ce mécanisme comme une masse sombre suspendue au-dessus d'eux, ressemblant au bec d'un oiseau géant. Ce n'est que lorsqu'ils s'abattaient avec fracas sur le pont ennemi qu'ils entendaient les centurions l'appeler du mot « corvus », le corbeau. Le corvus s'enfonçait dans le navire adverse avec une telle force que la vibration parcourait les planches, comme à travers les os des jambes. Les légionnaires romains, alourdis par leur armure, se précipitaient en avant sur la passerelle étroite, transformant le combat naval en une bataille terrestre. Polybe écrivait que c'est là que les Romains montrèrent pour la première fois que la force de leur armée ne résidait pas seulement dans le fer, mais aussi dans la capacité à maintenir l'ordre au milieu du chaos. Les Carthaginois tentaient de contourner les navires romains par les flancs, où le corvus était inutile. Mais la densité du combat était telle que les navires se percutaient, brisaient leurs rames et déchiraient la formation. L'un des moments clés fut l'assaut des flancs carthaginois sur les ailes romaines. Les Carthaginois étaient plus habiles sur l'eau, et leurs capitaines tentèrent de disloquer la formation romaine en frappant la partie la plus vulnérable de la colonne. Les descriptions des batailles navales par les historiens antiques soulignent la particularité de ces manœuvres. Des manœuvres à grande vitesse, où les navires accéléraient jusqu'à un niveau que l'on pourrait comparer à l'élan d'un sprinter moderne. Tels des poissons prédateurs, les navires carthaginois abordaient sous un angle et frappaient de leurs éperons le flanc. C'est là que les guerriers ressentirent pour la première fois ce que signifiait être au cœur d'un hachoir naval. Un navire en heurtait un autre si brusquement que les hommes étaient projetés à terre, et les rameurs écrasés contre leurs bancs. L'eau qui s'engouffrait par les brèches montait jusqu'aux genoux, transformant les cales en pièges mortels.
Ceux qui se trouvaient sous le pont entendaient le bois se briser au-dessus d'eux et comprenaient qu'il serait presque impossible de s'échapper. Le terme qui décrit le mieux le chaos de ces minutes est le coin de bataille, la forme que la flotte romaine tentait de maintenir même en plein combat. Il était appelé Assis. Mais les soldats ne voyaient pas l'Assis. Ils voyaient la pointe que formait leur navire et comprenaient que c'était ce triangle qui devait percer la ligne carthaginoise. C'était une tentative de transformer la mer en champ de bataille, de soumettre l'eau à la logique de la formation terrestre. Au moment le plus tendu de la bataille, lorsque les corvues commençaient à se briser sous le poids des corps et que les ponts se couvraient de sang, l'issue ne tenait qu'à un fil. Les Carthaginois réussirent à percer une partie de la formation romaine, et un instant, il sembla que la colonne allait s'effondrer. Mais les Romains tinrent bon. La discipline des manipules, la détermination des centurions, et surtout, la lourdeur des légionnaires qui transformaient chaque navire en une forteresse mouvante, ne permirent pas aux flancs de Carthage de se refermer. Néanmoins, l'élément marin n'avait pas l'intention de céder. À ce stade de la bataille, les Romains ne savaient pas encore que la victoire sur Carthage ne serait que la première épreuve. Plus tard, la mer leur proposerait un défi bien plus terrible. Un coup auquel ni la discipline, ni le corvus, ni même l'héroïsme des légionnaires ne pourraient les sauver. Polybe écrivait qu'après la confrontation acharnée au cap Ecnum, les Romains remportèrent la victoire. Mais cette victoire fut lourde, comme un bouclier de fer mouillé qu'un légionnaire soulève de la boue. La flotte carthaginoise se retira, laissant derrière elle des dizaines de navires brisés. Et les commandants romains ressentirent pour la première fois la certitude que la mer pouvait être soumise par la discipline, et pas seulement par l'expérience. Mais à peine la victoire fut-elle assurée, que commença le plus dangereux, le chemin du retour. C'est dans ce silence étiré, presque douloureux, après la bataille, tandis que les navires naviguaient sur une eau calme, que les Romains ignoraient qu'une épreuve les attendait, que les auteurs antiques décriraient comme l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'Antiquité. Le bois des navires était gorgé d'humidité et fissuré après les collisions. Les rameurs étaient au bord de l'épuisement. Les légionnaires, trempés d'eau salée, tenaient à peine debout. Mais la discipline exigeait de continuer la route. Sur les ponts, on entendait les gémissements des blessés, le grincement des cordages et les coups sourds des marteaux. Les artisans tentaient de colmater les brèches en pleine mer. Des milliers de corps, des odeurs mêlées de sang et de poids. La faible vibration à chaque coup de gouvernail. Tout cela donnait l'impression que la flotte romaine était devenue un immense être malade, qui se traînait vers le rivage avec ses dernières forces. C'est dans de tels moments que le triérarque, le commandant du navire de guerre, devenait la figure la plus importante. Ses responsabilités rappelaient le rôle du capitaine moderne d'un croiseur sous-marin. Il était responsable de tout: cap, discipline, état du gréement, action des soldats. Mais les soldats voyaient en lui autre chose. Ils voyaient un homme qui scrutait la ligne d'horizon, comme s'il y cherchait des réponses, et qui était capable de prendre une décision dont dépendait le sort de centaines de personnes. Les découvertes archéologiques de plaques de bronze portant les noms des triérarques confirment. Chaque navire avait son histoire, ses hommes, son tissu nerveux. Lorsque la flotte romaine traversait la partie sud de la mer de Sicile, le ciel commença à s'assombrir rapidement. Tite Live écrivait que les nuages s'amoncelèrent si vite que les commandants eurent à peine le temps de donner l'ordre de resserrer les gréements. Le vent se renforçait, gagnant en puissance, telle une main gigantesque qui s'apprêtait à renverser tout ce qui se trouvait sur son chemin. Et c'est alors que les soldats virent pour la première fois le phénomène le plus terrifiant de la mer.
un mur de pluie qui s'étirait depuis l'horizon, comme un voile sombre qui absorbait la lumière. Les navires commencèrent à tanguer. Les rames glissaient des mains des rameurs. L'eau envahissait les cales, et le bruit montait à un niveau où il était impossible d'entendre même sa propre voix. À cet instant, les Romains furent confrontés à ce que les marins antiques appelaient la bourrasque éclair, le ventus. Mais les légionnaires ne connaissaient pas les termes. Ils ne voyaient devant eux que la danse furieuse des vagues qui se gonflaient, telles des montagnes sombres, et s'abattaient sur les navires, brisant les mâts. Le navire se mettait à trembler, comme un être vivant saisi de folie. Les légionnaires s'accrochaient à tout ce qu'ils pouvaient, mais beaucoup tombaient par-dessus bord, glissant sur les ponts mouillés. Les triérarques tentaient de maintenir le cap, mais dans des conditions où les vagues dépassaient les mâts, c'était comme essayer de retenir un taureau en fuite par les cornes. Selon Polybe, environ la moitié des navires se retrouva tournés de flanc à la vague par la tempête, ce qui était une condamnation à mort pour n'importe quel bois. Les vagues brisaient les coques comme des coquilles de noix. Le terme que les Romains prononceraient ensuite avec horreur était « naufragium », le naufrage. Mais parmi les soldats, ils raisonnaient différemment. Ils voyaient les corps disparaître sous l'eau, entendaient le craquement des mâts brisés, sentaient le goût salé de la peur sur leurs lèvres. Les historiens divergent sur les chiffres exacts, mais la plupart des sources confirment la tempête emporta une multitude de navires, et ce fut une perte que Rome eut presque du mal à réaliser immédiatement. Des milliers d'hommes se noyèrent, non pas au combat, mais dans les éléments qui ne faisaient aucune distinction entre les héros et les fuyards. Et pourtant, une partie de la flotte survécut. Lorsque les premiers navires atteignirent les côtes de la Sicile, ils ressemblaient aux débris d'une grande machine que la mer avait broyée et retrachée. Les guerriers qui débarquèrent semblaient avoir vieilli de plusieurs années. Mais ce sont précisément ces hommes qui avaient survécu à la bataille et à la tempête qui apportèrent à Rome la nouvelle que la flotte avait tenu bon. Ils ne savaient pas encore quelle trace cette catastrophe laisserait, et quel prix Rome paierait pour son désir de conquérir la mer. Lorsque les premiers survivants atteignirent les baies sécurisées de Sicile, ils ne furent accueillis ni par des fanfares solennelles, ni par des prières de remerciement. Sur le rivage, débarquaient des hommes exténués, aveuglés par le soleil, après des jours passés sous des nuages de plomb, ceux que la mer elle-même n'avait pu emporter. Tite-Live décrit que certains navires se désintégraient littéralement sous les pieds des soldats. Les mâts étaient brisés, les coques usées par les vagues jusqu'à des surfaces lisses comme de l'os, et les décorations de proue, des têtes de bronze aux gueules de loup, pendaient à des cordages déchirés, comme des masques brisés. Les soldats sortaient de l'eau comme s'ils posaient le pied à terre pour la première fois de leur vie. Ils frappaient le sable du poing, comme pour vérifier qu'il était réel. Certains tombaient à genoux et se contentaient de respirer, remplissant leurs poumons d'air sec, qui ne sentait ni le sel, ni la peur. Mais le plus difficile commençait après cela. Il fallait prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe. On comptait par navire, par équipage, par nom, par la première réponse, vivant, perdu, inconnu. Polybe note que personne ne pouvait alors déterminer le nombre exact des pertes, car de nombreux équipages avaient disparu sans laisser de traces. La mer ne rend pas tout. Et pourtant, dans le cœur de ceux qui avaient survécu, il y avait un sentiment non pas de défaite, mais d'une victoire étrange et contradictoire. Ils avaient traversé ce que même les célèbres marins carthaginois n'auraient pas supporté. Ce sentiment de résistance obstinée, qui deviendrait plus tard la marque de fabrique du caractère romain, se manifestait pour la première fois ici, sur les carcasses calcinées des navires, recouvertes de rouille salée.
Rome menait la guerre non seulement contre Carthage, elle menait la guerre contre la nature, contre l'inconnu, contre sa propre peur de la mer. Et dans cette guerre, elle ne savait pas encore que la victoire serait achetée à un prix inimaginable. Pendant ce temps, à Carthage, la nouvelle de la tempête fut accueillie presque comme un don des dieux. Les Carthaginois étaient convaincus que Rome n'était pas faite pour la mer, que leur caractère était trop direct, leur discipline trop lourde, pour lutter contre un élément qui exige souplesse et ruse. La puissance commerciale maritime, habituée aux jeux subtils des vents et des courants, considérait que la tempête faisait partie de leurs alliés. Capricius amicorum, comme les pilotes l'appelaient parfois. Mais ils se trompaient. Les Romains ne renonçaient pas après les défaites, ils apprenaient. Et cet apprentissage commença précisément durant ces semaines où les navires rescapés stationnaient dans les ports siciliens et où les ingénieurs de la République examinaient leurs dommages. Les planches, déchirées comme de la soie, indiquaient que la coque était trop lourde et ne résistait pas aux vagues latérales. Les mâts brisés témoignaient que le gréement manquait de souplesse. Même le Corvus, la passerelle d'abordage romaine qui leur avait apporté la victoire à Ecnomée, se révéla trop lourd pour la mer agitée. Il amplifiait le tangage des navires, les transformant en cibles vulnérables pour les éléments. Un débat éclata au Sénat. Fallait-il poursuivre la campagne maritime ou laisser la mer aux Carthaginois pour se concentrer sur les opérations terrestres? Les Rufinii, famille conservatrice des anciennes lignées romaines, exigeaient l'abandon du Corvus et la construction de nouveaux navires plus légers. Les Fabii, en revanche, insistaient pour doubler la flotte et envoyer de nouvelles expéditions au plus vite. Entre les lignes, Polybe décrit une atmosphère de tension. Chacun comprenait que renoncer à la mer signifierait céder à Carthage, tandis que persister risquerait de répéter la catastrophe. Mais les décisions n'étaient pas prises uniquement à Rome. En Sicile, dans les camps, les légionnaires survivants discutaient de la tempête différemment. Pour eux, c'était une épreuve de caractère, presque un rituel de purification. Beaucoup disaient que les éléments avaient testé leur endurance. D'autres, que la mer avait emporté les faibles et laissé ceux qui étaient destinés à guider Rome plus loin. Ce n'étaient pas des discours officiels, mais ce sont eux qui créaient l'état d'esprit de l'armée. Ces hommes, malmenés mais non brisés, devinrent le symbole de la capacité de Rome à survivre à tout. Quelques mois plus tard, lorsque le Sénat prit finalement la décision de reconstruire la flotte, personne ne doutait plus que Rome s'engageait dans une lutte longue, presque fatidique, pour la mer. Mais avant de construire de nouveaux navires, les Romains firent ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Ils commencèrent à écouter la mer. Ils examinèrent les lignes côtières, observèrent la formation des vagues, étudièrent le comportement des vents sur différentes sections du littoral. Les dieux marins de Carthage cessèrent soudain de paraître invincibles. Ils devinrent un sujet d'analyse. Rome commençait à comprendre les éléments aussi profondément qu'elle avait compris autrefois la structure de l'armée humaine. Et lorsque Rome comprend quelque chose, elle le transforme en arme.